Laurent Wauquiez, notre invité, bonjour. Bonjour. Député UMP de Haute-Loire, ancien ministre des Affaires européennes. Et maire du Puy-en-Velay, monsieur Bourdin. Et maire du Puy-en-Velay. N'oubliez pas la lentille. Le pape François appelle les Européens, c'est-à-dire vous et moi et tous les Européens, à retrouver les valeurs humanistes. Nous avons besoin de retrouver ces valeurs? D'abord, moi j'aime bien ce pape. Je trouve qu'il vient comme ça à Strasbourg, je trouve ça assez extraordinaire. C'est quand même un monsieur qui a un certain âge. Et il dit à l'Europe, réveillez-vous. Reprenez confiance en vous. Allez de l'avant. Ne soyez pas rabougris. Je trouve ça assez extraordinaire. Parce ne mettez pas en rebut les plus faibles. Oui, mais... Les personnes âgées, les jeunes, les pauvres, les migrants. Oui, mais il dit aussi quelque chose, c'est réveillez-vous, ayez confiance en vous. Voilà, l'Europe, elle porte des belles valeurs. Vous avez des belles racines, vous avez des racines chrétiennes, assumez-les. Vous êtes une Europe qui a apporté les droits de l'homme à la planète, assumez-le. Vous avez des belles valeurs. Et donc j'aime bien, moi, ce discours. Je trouve que c'est un discours, au fond, de quelqu'un qui nous dit « Ayez confiance, reprenez de l'énergie, repartez de l'avant ». Et je crois beaucoup à ça. Je crois qu'au fond, l'Europe sera rabougrie parce qu'on nous explique, et ça vaut aussi pour la France, que pour s'adapter à la mondialisation, il faut qu'on renonce à ce qu'on est. Eh bien, au fond, ce qu'a dit le pape, c'est plutôt l'inverse. Il nous a dit, pour vous adapter à la mondialisation, retrouvez ce que vous étiez. J'aime bien. Bien. Et il a dit, je vais entrer dans 2-3 détails, il a dit on ne peut tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr qu'il a raison là-dessus. Mais ça signifie quoi aussi? Ça signifie que quand on a une immigration qu'on n'est pas capable de réguler, et là c'est le politique qui parle, le pape c'est une figure spirituelle, humaniste, religieuse, quand on a une immigration qui n'est pas régulée, quand on laisse s'ouvrir de faux espoirs, qu'on a des gens qui traversent en masse l'Afrique, qui sont instrumentalisés par les passeurs, qui sont rackettés à cette occasion, avec 3000 morts depuis janvier, avec des drames humains qui sont à l'arrivée, on ne peut que se dire que Schengen ne marche pas, que l'Europe de l'immigration ne marche pas, et que de ce point de vue, il faut qu'on retrouve un équilibre qu'on a perdu. L'Europe aujourd'hui, en réalité, en prétendant avoir une politique de l'asile qui est ouverte, n'aboutit qu'à des drames humains. L'Europe doit offrir aide et accueil aux clandestins, a dit le pape François. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, et je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec lui parce que je pense que ce à quoi on aboutit, c'est... N'est-ce pas les valeurs humanistes de l'Europe? N'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, Monsieur Bourdin. Oui. Est-ce que les valeurs humanistes de l'Europe, c'est effectivement d'aboutir à accueillir une immigration clandestine? Non. Et là, par contre, j'ai une différence. Est-ce que l'Europe peut être le continent au monde qui accueille le plus d'immigrés, et y compris d'immigrés irréguliers? Non, je ne le crois pas. Et je pense que ça n'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution pour la France, et c'est pas une bonne solution non plus pour les gens qui viennent. Parce que, comme vous l'avez dit, et comme le pape là, par contre, avec justice l'a dit, il y a des drames humains à l'arrivée. Donc moi, je pense que notre politique européenne de l'immigration ne marche pas. Vous savez, je l'ai dit. Donc la solution, c'est de fermer les frontières? La solution, c'est de les contrôler. La solution, c'est quoi? C'est qu'une immigration du travail, oui. Une immigration du social, non. Parce que ça aboutit à une perversion de l'immigration et parce que ça aboutit au drame humain qu'on a en illustration. Donc là-dessus, il faut être très clair. Pour moi, la France, avec le contexte économique qu'on a, ne peut plus accueillir autant d'étrangers que par le passé. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec le pape François, vous allez peut-être d'accord sur un autre volet, l'euthanasie, l'avortement. La vie est éliminée sans trop de scrupules, dit-il. Vous êtes d'accord? Il le dit évidemment avec la force de ce qu'est le pape catholique. Oui. Mais n'empêche, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il dit? Je vais vous répondre. Alors allez-y, répondez-moi. Il y a quelque chose qui me frappe. On est dans notre société moderne à défendre la préservation des espèces animales. On dit le triton ailé, il faut préserver la vie du triton à 3 cornes. On dit le loup, il faudrait une diversité animale, donc il faut préserver le loup. Et l'homme? L'homme, par contre, on est prêt à faire toutes les combines médicales. Vous êtes pour préserver le loup? Non, mais monsieur Bourdin, je vous pose la question. Non, mais je vous laisserai terminer. Non, mais je vais d'abord terminer et ensuite je répondrai sur le loup, parce que j'aime bien quand même que ce soit un tout petit peu cohérent. Non, parce que la et donc d'un côté, dans une société où on nous dit écologie animale, préservation des espèces humaines, respect de la nature, par contre, on est prêt à trafiquer l'espèce humaine? On est prêt à faire de la GPA? On est prêt à aller en direction des bébés probettes? La vie est éliminée sans trop de scrupules? Ce que je trouve, c'est qu'il y a un contraste qui m'étonne, c'est ça que je veux exprimer, entre d'un côté une époque où on nous dit qu'il faut préserver la nature, et de l'autre côté, en revanche, quand il s'agit de l'espèce humaine, on est prêt à faire un peu n'importe quoi. Ce sujet-là me laisse un peu songeur. Alors je vais revenir sur ce n'importe quoi, mais oui, petite parenthèse autour du loup. Est-ce qu'il faut préserver le loup? J'habite dans un département, la Haute-Loire, je sais,
qui vient de connaître l'arrivée du loup. Oui. Vous imaginez ce que ça représente pour des familles qui vivent et qui se disent, voilà, à notre porte, la nuit, sur la forêt, on a peut-être un loup qui est à côté. Des agriculteurs qui se battent pour élever leurs moutons, leurs troupeaux, qui essayent de le faire avec un bien-être animal et qui retrouvent le lendemain matin des moutons déchiquetés par le loup avec des crocs qui ont perforé jusqu'à la carotide et un mouton qui agonise pendant des heures et des heures. Et on a des braves gens qui sont ce que j'appelle moi les bobos écolos, qui nous expliquent non, il n'y a pas de problème, il faut garder le loup et vous allez faire la réserve d'indigènes de la République française. Je suis le président des élus de la montagne. Et je voudrais dire très clairement qu'on en a assez. On en a assez de se faire prendre pour une réserve d'indigènes. On en a assez qu'on nous dise, voilà, accueillez chez vous le loup, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à vivre avec. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Qu'on puisse tuer le loup librement? Ce que je demande, c'est qu'il y ait enfin des politiques de maîtrise du développement des meutes de loups qui se développent à une vitesse extrêmement importante. Il faut savoir en plus que ça coûte très cher, c'est de l'argent qui est totalement gaspillé, parce que dès qu'il y a des dégâts, c'est éliminé. Donc je le dis, il y a eu une parole de Manuel Valls qui a été faite au Congrès des élus de la montagne. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui bouge. Mais on est sur du délire là-dessus. Enfin, c'est-à-dire, autant que dans des réserves naturelles, il puisse y avoir des loups, oui, mais vous ne pouvez pas faire cohabiter l'homme, les exploitations agricoles et le loup. Alors parlons de l'homme. La loi autorisant l'IVG à 40 ans, il y a à l'Assemblée nationale une proposition de résolution un peu solennelle réaffirmant le droit fondamental à l'IVG. Vous vous associez à cette résolution? D'abord, la loi sur l'avortement, c'est un équilibre. C'est un équilibre qui est précaire, un équilibre dans lequel il faut faire attention à tout, parce que... Précaire, ça veut dire quoi? Qu'il faut la renforcer? Non, ça veut dire qu'au contraire, c'est une loi qui a un point d'équilibre entre, d'une part, la volonté de respecter la vie, on en parlait, et puis d'autre part, la défense des femmes et aussi des drames personnels qui peuvent être compliqués. Cet équilibre-là, pour moi, il ne doit pas être mis en cause. Ça doit être quelque chose auquel on ne doit toucher que de façon très précautionneuse. Et si la volonté du gouvernement est de revenir sur cet équilibre, alors je serai contre. Mais non, mais cette résolution a été signée. Est-ce que vous vous associez à cette résolution réaffirmant... Monsieur Bourdin, je peux vous poser une question? Ce droit fondamental à l'IVG. Je peux vous poser une question? Mais oui, mais c'est pas moi, c'est pas vous qui posez les questions, c'est moi, Laurent Wauquiez. Mais allez-y, posez-moi la question. Je vais quand même me permettre de vous poser une question qui apportera une réponse. Permettez-vous, parce que je peux me moi, permettre. je ne suis pas en politique. Oui, d'accord, mais vous regardez les choses. Oui. Vous avez l'habitude de dénoncer ici l'agitation politique. Vous avez l'habitude de dénoncer les textes qui changent. J'aime pas trop le mot, mais remarquer, oui. Disons qu'en général, vous rentrez dans le tas. C'est plutôt ce que vous aimez faire et c'est ce que j'apprécie aussi. Bien sûr. Bon, cette loi, elle change quelque chose? Non. Cette loi, elle apporte quoi que ce soit? Non. C'est-à-dire cette résolution? C'est une pure pétition de principe. Moi, je n'aime pas ça. C'est pas ma conception de l'action politique. Donc vous ne vous associez pas à cette résolution? C'est pas ma conception de la politique. Ma conception de la politique, c'est soit vous voulez changer les choses. Tous les groupes à l'Assemblée nationale s'associent à cette résolution. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de vous y associer. On est bien d'accord. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous y associez pas? Tout simplement parce que quand on fait des lois, c'est pour faire des choses. Oui. C'est pas pour faire le beau. C'est pas une loi, c'est une résolution. C'est pas tout à fait pareil. Mais pour moi, le Parlement n'est pas fait pour ça. Le Parlement, il est fait pour agir. Mais vous avez des réticences autour de... Je peux répondre? Allez-y. Vous me demandez de répondre. Allez-y. Le Parlement, il est pour faire des choses concrètes. Le Parlement, il est pour agir, faire en sorte que sur le chômage, ça bouge, que pour les familles, on puisse prendre des nouvelles dispositions, que sur le financement des études pour les enfants, on avance, que sur la régulation de la justice, ça avance. Le Parlement, c'est pas fait pour faire des résolutions gazeuses, qui sont juste des postures, dans lesquelles on prend des postures... C'est une résolution gazeuse. Bien sûr, ça change rien. Donc pour moi, réaffirmer le droit à l'avortement, c'est une résolution gazeuse. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui va bouger avec cette résolution? Non. Est-ce qu'on change le droit à l'avortement? Non. Est-ce qu'on aboutit à le faciliter? Non. Est-ce qu'on aboutit à mettre plus de garanties? Non. Donc c'est une pure posture. Que faire contre les centres pratiquant l'IVG qui ferment de plus en plus nombreux? Eh bien là, monsieur Bourdin, on est dans le concret. Là, on est dans le concret. Et là-dessus, on peut se poser... permettre la réouverture de ces centres, il faut aider justement au développement de ces lieux où on pratique l'IVG. Moi, il y a un aspect que je trouve qu'on a beaucoup abandonné, c'est la prévention. Aider les femmes à avoir la maîtrise de leur corps. Aider, accompagner des jeunes étudiantes à avoir les informations, les accompagner sur la maîtrise dans le moment d'émancipation de l'adolescence. Ça, c'est des vrais sujets aussi. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que cette question... on en parle. Mais on en parle, Laurent Wauquiez. Et oui, mais monsieur Bourdin... Mais la contraception... Non, mais monsieur Bourdin, juste pardon.
La grande différence entre l'échange que là on a, c'est que c'est concret. Là, on parle de sujets qui sont précis. Comment est-ce qu'on aide l'information sur une adolescente? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les centres puissent être financés ou non? Ça, c'est des vraies questions. Quel équilibre entre la liberté d'une étudiante... Mais est-ce qu'il faut revenir sur cette loi ou pas? Est-ce que je vous ai dit ça? Évidemment non, mais je vous pose la question. Je vous dis qu'on a un point d'équilibre sur lequel je ne souhaite pas qu'on puisse revenir et qu'il faut toucher de façon très précautionneuse. Mais comment se fait-il que 3 à 5 000 femmes partent encore pratiquer l'avortement à l'étranger parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieux en France? Est-ce que cette résolution apporte des réponses? Non. C'est là où je vous dis et je le maintiens, c'est de la résolution qui est de la pure posture dans lequel on ne traite pas les problèmes. Est-ce que vous associez à toutes celles et ceux qui contestent ce droit à l'avortement? Ça n'est pas... C'est justement... Je vous pose la question. Mais je vous ai répondu très clairement. Non. Je vous ai dit c'est un point d'équilibre que je ne souhaite pas qu'on change. Je ne peux pas être plus clair. Il faut poser les réponses, il faut poser les questions, il faut écouter les réponses, monsieur Bourdin. Bien, la France suspend la livraison du premier navire de combat Mistral à la Russie. Je dis bien, c'est même pas une suspension, c'est reporte. C'est le mot exact, parce que les mots ont leur valeur. Reporte. C'est une bonne décision ou pas? On reporte pourquoi? On n'a pas les éléments. Parce que la Russie est en guerre. On n'a pas les éléments pour prendre la décision. Parce que la décision. Russie est en guerre et qu'on ne livre pas un navire de guerre à une nation en guerre. Eh bien, je vais vous dire mon sentiment. Oui. Est-ce que la France a vraiment envie de se payer une nouvelle guerre froide avec la Russie? Mais je trouve cette décision absurde pour 2 raisons. La première, c'est d'abord qu'on tergiverse et qu'on a tous les éléments sur la table, que Hollande décide. Que pour une fois, on est un président de la République qui décide. Ce président de la République, il est incapable de décider. La guerre, on sait qu'il y a le conflit qui s'oppose. Alors on peut en penser différentes choses sur la Crimée, peut-être on y reviendra. Non, pas la Crimée, maintenant, c'est fini la Crimée. L'Est de l'Ukraine, le Sud-Est de l'Ukraine, le Donbass. Sur le Sud-Est de l'Ukraine. Oui. On peut en penser ce qu'on veut. Oui. Bon. On a les éléments aussi de notre relation avec la Russie. François Hollande a échangé avec Vladimir Poutine. Il n'est pas capable de décider? Mais qu'est-ce que c'est que ce président de la République? Enfin, c'est ce que je trouve. Pourquoi a-t-on signé ce contrat? Ce que je trouve très avec frappant. La Russie. Pardonnez-moi. Ce que je trouve très frappant, c'est que sur ce dossier, comme sur les autres, on a l'image au fond d'un président de la République qui est incapable de prendre une décision. Premier élément. Deuxième élément. Si on veut s'occuper du conflit, on fait comme ce qu'avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy sur la Géorgie. On discute vraiment face à face avec la Russie. Mais on ne fait pas semblant de fermer la porte tout en étant incapable de faire bouger les choses. N'a-t-on pas montré notre faiblesse face à la Russie à l'époque, en 2011, en signant ce... Quel était l'objectif? Quel était l'objectif en 2011, quand on a signé ces 2 contrats? Moi, monsieur... Ces contrats pour ces 2 navires. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une époque où on a eu la même situation. C'était celle du conflit en Géorgie. Il y a une époque où, de la même manière, il y avait des tensions autour de la Russie. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy était allé directement, il avait négocié avec Vladimir Poutine, on avait fait, ça avait été les échanges qui avaient été musclés. C'est Vladimir Poutine qui avait décidé, quoi. Ça vous plaisantez? À l'arrivée, quelle est la situation à l'arrivée aujourd'hui en Géorgie? Est-ce qu'on avait eu la guerre en Géorgie? Quelle est la situation? Qui occupe 2 régions de Géorgie? Est-ce qu'on avait eu la guerre en Géorgie? Non. Le conflit s'était arrêté. On avait réussi à trouver... L'objectif était d'apaiser Poutine, et Poutine s'est installé là où il le souhaitait. Pas du tout. On avait eu un point. On a eu un point d'apaisement et de médiation. La Géorgie qui aurait pu être occupée n'est pas occupée. Vous avez toujours la Géorgie dans son intégrité, son intégrité de pays global, n'est pas occupée. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à l'inverse, on a une situation en Ukraine qui s'enlise et dans laquelle la France est purement spectatrice. La deuxième chose, et celle-là je la dis très simplement, je ne souhaite pas qu'on rentre dans un conflit régulier, récurrent avec la Russie. Avec la Russie, il faut dialoguer. Avec la Russie, il faut négocier. Avec la Russie, il faut parfois faire pression. Mais avec la Russie, vous ne fermez pas la porte mollement en disant on attend. Ça, c'est la pire des situations. L'UMP, disparition primaire pour la présidentielle, répète Nicolas Sarkozy. Tout le monde, d'ailleurs, répète primaire pour la présidentielle. Oui, vous avez vu. Tout le monde est favorable aux primaires. Mais alors, personne ne dit quelle sorte de primaire, quel périmètre. Quel périmètre souhaitez-vous? Si vous faites des primaires, vous faites des primaires ouvertes, sur une base qui est simple. Les gens qui croient à vos idées et vos valeurs. Donc vous proposez à toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer dans la décision du président de la République... Tous les citoyens? Du président de la République. Tous les citoyens? Oui, mais à une condition.
C'est que le but, c'est qu'ils disent, bah oui, moi je crois aux valeurs que vous défendez. Je crois aux valeurs de la droite et du centre. Comment pourrait-on organiser ces primaires? C'est-à-dire qu'on fait signer... Bah oui, tout simplement. Est-ce que vous reprenez, par exemple, l'exemple socialiste? Est-ce que vous reprenez l'exemple socialiste? Oui, mais le principe, il est assez simple. C'est que le but, c'est pas que ce soit les militants communistes qui choisissent... Mais pas que les militants, si j'ai bien compris, UMP ou les militants du futur parti. Non, c'est-à-dire que l'objectif est que ce soit ouvert. Mais, Monsieur Bourdin, sur ces primaires... Oui. Les primaires, oui. Ne parlez que de ça, non. Il y a quelque chose qui me... Enfin, qui parle que de ça? Ce sont les candidats à la présidence de l'UMP. Mais c'est bien pour ça que je vous apporte ma réponse. Oui. C'est les primaires, oui, ne parlez que de ça, non. Pourquoi? Je vois chez certains une espèce de mono-obsession de la primaire. Nicolas Sarkozy, oublie pas un aspect. La primaire, c'est un moyen. C'est pas une fin. La première question qu'il faut qu'on se pose et que se posent vos interlocuteurs, c'est ils défendent quoi? Ils croient au travail ou ils continuent à défendre l'assistanat? On est sur le RSA ou, comme je le préconise, on met en face 5 heures de travail d'intérêt général? Sur les impôts, comment est-ce qu'on baisse la dépense publique? Sur la justice, est-ce que vous êtes sur la même politique de Madame Taubira qui veut définir la politique pénale en fonction du nombre de places de prison? Ou est-ce que vous assumez de dire oui, il faut qu'on avance sur la politique pénale? Sur l'immigration, comme on l'a évoqué, est-ce qu'on continue à dire, bah non, on a le regroupement familial, l'immigration... C'est le programme de François Fillon, ça, ou le programme d'Alain Juppé, ou le programme de Nicolas Sarkozy, ou le programme... Mais c'est important. Oui. La première chose que doit faire une famille politique dans l'opposition, c'est ce qu'elle n'a pas fait depuis 2 ans, c'est proposer des choses et être audible. Et pour moi, l'élection qu'on aura à l'UMP, samedi, on tourne la page d'une opposition qui était devenue inaudible. Samedi, il faut tourner la page des divisions intestines. Et donc, mon obsession à moi, c'est pas la primaire. Mon obsession, c'est de recréer à nouveau un espace. Vous croyez que vous tournez la page à l'UMP? Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé samedi à Bordeaux. Vous tournez la page. C'est bien pour ça que ce que je souhaite, c'est que ce samedi, on ait un score qui soit large, qui permette de tourner la page des divisions et de redonner un élan. Donc, moi, je me satisfais pas. Vous élisez votre candidat à l'élection présidentielle, si j'ai bien compris. Si Nicolas Sarkozy, est élu président de l'UMP, il sera candidat. Mais enfin, vous êtes extraordinaire. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy est candidat? Non, mais juste. Pourquoi? Est-ce que je peux répondre? Pour être président de la République? Vous me posez une question. Je vous demande. Vous m'avez demandé est-ce que vous êtes favorable à la primaire. Oui. Je vous réponds oui. Oui. La primaire va servir à quoi? À choisir le candidat à la présidence de la République. Donc c'est la primaire qui choisira notre candidat à la présidence de la République. Ça peut pas être plus clair. On fait ça pour ça. Maintenant, ce que je vous dis, et ça je l'assume, c'est qu'avant la primaire, il faut remettre de l'ordre dans notre famille politique. On a une famille politique qui n'est plus en état. Il faut remettre de l'ordre dans l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace entre un PS déliquescent et un FN qui est pour moi sur des mauvaises réponses par rapport aux problèmes du pays. Ben moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait à nouveau une droite et un centre qui fassent entendre leur voix. Et plusieurs candidats de droite et du centre, hein, on est bien d'accord. Et en attendant, un chef à l'intérieur. En attendant, un chef à l'intérieur de notre famille politique, avec une équipe candidat renouvelée naturel. autour. Il y aura une primaire. Bon. Je peux pas mieux vous répondre, faites pas semblant. Avec une primaire qui sera chef sans être chef, quoi, si j'ai bien compris. Bah non. Laurent Wauquiez. Non. Alors, est-ce que vous renvoyez dos à dos Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Monsieur Bourdin, vous savez qui je soutiens? Oui. Bon, je soutiens Nicolas Sarkozy. Pourquoi je le soutiens? Je le soutiens parce qu'à mon avis, c'est le seul qui est capable de faire en sorte qu'on ait une famille de la droite et du centre qui assume ses valeurs. Voilà, et qui redonne un peu d'énergie et de dynamisme. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alain Juppé n'assume pas ses valeurs? C'est pas ce que je dis, vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord sur tout. Bon, par exemple, Alain Juppé est favorable à la loi Taubira. Oui. Bon, bah moi, je suis pas favorable à la loi Taubira. Alain Juppé a une abrogation, vision... comme l'a dit Nicolas Sarkozy. Voilà. Alain Juppé a une vision sans doute de l'immigration dans lequel il y a moins de régulation. Avec Nicolas Sarkozy. J'ai des différences. Cela étant, Monsieur Bourdin, oui. Avoir des différences à l'intérieur d'une famille politique, c'est pas un problème si elles s'additionnent. Alors que là, ce que c'était, c'est que c'était des affrontements. Ça, c'est ce que je veux qu'on tourne. On va écouter Nicolas Sarkozy sur un autre point. Écoutez. J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Ça a du sens quand on a un père algérien, une mère marocaine. Ça a du sens pour parler de la politique pénale? Quand on est comme Rachida Dati avec un parcours, qui est quand même un parcours qui force le respect. Enfin, Rachida Dati, c'est pour moi l'incarnation de on connaît mieux le pénal lorsqu'on a un père algérien et une mère marocaine, non? Je peux répondre 2 secondes? Oui, allez-y.
Quand on a quelqu'un qui est de l'incarnation de la méritocratie républicaine, qui part d'une famille modeste, qui lui a inculqué, et elle en parle très bien, des valeurs de travail, d'engagement, qui a gravi petit à petit tous les échelons de la République, qu'elle devienne un des grands ministres d'un gouvernement, en s'occupant d'un des postes aussi importants que celui de garde des Sceaux, oui, ça a du sens. Et je vais rajouter autre chose. Moi, qu'est-ce que j'aime chez Rachida Dati? C'est une personnalité que j'aime beaucoup. Il y a deux choses que j'aime. La première d'abord, c'est que c'est quelqu'un qui est direct. Elle dit les choses. Elle n'est pas dans les filets d'eau tiède. Il y a tellement de politiques qui vous disent plus rien. Moi, j'aime bien ça chez Rachida Dati. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui défend la République. Je connais personne qui soit plus engagé qu'elle pour défendre la République et une vision de l'intégration républicaine. Et donc, ce qu'a très bien dit Nicolas Sarkozy, et effectivement, ça a du sens. À un moment où il y a tellement de dénigrement de la communauté musulmane... Pour parler de la politique pénale, il vaut mieux avoir un père algérien et une mère marocaine. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que... C'est ce que j'ai entendu, moi, non? C'est ce que vous avez voulu entendre, monsieur Bourdin. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai rien voulu Qu'est-ce qu'il du a tout. dit? Ce qu'il a dit, c'est qu'il avait voulu faire de quelqu'un qui est l'incarnation de la méritocratie républicaine un des ministres les plus importants du gouvernement. Eh bien, c'était une bonne décision, précisément parce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la défense du communautarisme, mais qui est dans la défense de l'intégration républicaine. C'est ça que j'aime, l'assimilation. Ça, c'est ce que plaide, ce que porte Rachida Dati. Et comme en plus, elle le fait avec de l'énergie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bien, merci Laurent Wauquiez. Il est 8h57. Vous êtes sur RMC et BFM TV.